la NASA. Robert Steffinger reçoit également Patrick Baudy, premier Français cosmonaute à être parti sur une navette américaine. Il nous parle de son expérience et du projet Hermès, projet d'un véhicule habité européen qui devrait voler entre les années 1995 et l'an 2000. On ne saurait réaliser une émission de ce type sans rendre un hommage aux 7 cosmonautes qui sont morts récemment lors de l'explosion de la navette américaine. Ce sont donc les principaux thèmes de l'émission qui seront développés tout à l'heure. Voici donc la recherche en apesanteur. Throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go with throttle up. Roger, go with throttle up. 1 minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Et après cette première explication concernant la microgravité, que l'on pourrait peut-être passer à la vision de votre film que vous avez tourné, Oui. je crois, à bord de la navette. Oui, c'est une bonne démonstration pratique de la théorie de la microgravité. Alors, ce film commence par une photo de notre équipage. Nous étions donc 7, dont une femme, et on se trouve directement en orbite, donc en microgravité, et on assiste au travail qui s'organise entre John Creighton, à droite, qui est le pilote de la navette, et John Fabian, qui était chargé plus particulièrement de la mise à poste des satellites. Là, vous voyez le reste de l'équipage, Dan Brandenstein et Shannon Lucid et Steve Nagel. Alors, voilà ce qui frappe tout d'abord lorsqu'on est en orbite, hormis la microgravité, c'est le fabuleux spectacle qui se déroule autour de nous, alors que ce soit sous nous, c'est-à-dire la Terre ou l'espace qui l'environne. Et c'est vraiment un choc, même lorsqu'on s'y attend, c'est vraiment un choc lorsque, une fois en apesanteur, et là-haut, on va aux fenêtres pour la première fois et qu'on découvre ce spectacle. La chute libre est un moyen intéressant pour obtenir de la microgravité. En effet, si on se place dans un ascenseur, disons un ascenseur qui descend tout seul et sans action ni de câble, ni de moteur, ni de rien du tout, eh bien, on aura dans cet ascenseur-là une impression de microgravité. Si on laisse tomber un objet dans cet ascenseur quand il est en chute libre, on obtiendra exactement la même sensation qu'on peut obtenir dans un véhicule spatial. Dans un véhicule spatial, qu'est-ce qu'il se passe? On n'obtient pas exactement la microgravité par annulation de la gravité, pas plus non plus d'ailleurs que dans un ascenseur, mais on essaye de compenser presque exactement l'action de la planète Terre par une force qui est la force centrifuge. Tous les enfants connaissent ça. Quand on fait tourner un objet autour d'une ficelle, il est attiré vers l'extérieur. Et cet objet donc subit l'influence de la force centrifuge. Et C'est évidemment le travail, mais c'est aussi le sommeil. Alors là, vous voyez dans des attitudes typiques des différents membres d'équipage lorsque nous dormions. Certains se mettent sur un siège et ne s'attachent pas, se coincent les pieds quelque part pour y demeurer. D'autres flottent au milieu de la cabine. Et puis au milieu de la nuit, lorsqu'on se réveille, il faut faire attention de ne pas heurter ses camarades et de les laisser dormir. Alors le sommeil là-haut, c'est vraiment très, très spécial. C'est très différent du sommeil sur Terre, bien sûr, parce qu'on ne pèse rien. Et donc on se trouve sans aucun effort et sans aucun changement de situation à se dire mais il faut dormir puisque c'est l'heure de dormir, puisqu'on est fatigué, donc c'est nécessaire de dormir. On ferme les yeux, au début on se trouve tout bête parce qu'on ferme les yeux sans sentir aucun changement par rapport à l'état normal. Ce n'est pas du tout comme sur Terre où lorsqu'on dort, lorsqu'on va dormir, on s'étend quelque part, on se relaxe et là on sent un relâchement, une relaxation de ses muscles.
Amis de Question 3, aujourd'hui une rencontre avec Francis Mazières et comme thème, surtout, vous vous en doutez, l'île de Pâques. L'île de Pâques avec ses mystères qu'il va nous dévoiler, tout au moins en partie, et pourquoi ne pas étendre peut-être ce rendez-vous avec les civilisations disparues. Francis Mazières, en effet, vous êtes spécialiste, je crois, de l'île de Pâques. Oui, j'ai vécu longtemps. À un moment où personne n'y allait, alors je l'aime. C'est déjà différent. Maintenant, l'île de Pâques, c'est tellement abîmé. Vous savez qu'il y a un avion maintenant qui va à l'île de Pâques. Alors, la forfaiture s'est installée, c'est-à-dire n'importe quel petit journaliste raté va faire un reportage là-bas en 8 jours et a découvert les mystères de l'île de Pâques. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? De toute façon, partout dans le monde, c'est la même chose. Tout est abîmé. Bon, l'île de Pâques, c'était un élément essentiel dans la recherche du passé et d'une certaine éthique de vie. Battu par les vents, par 6 mois par an, c'est le grand vent et la brume qui montent de l'océan Antarctique. Vous voyez, la mer est très violente, on se croirait à la pointe de l'île de Ras, enfin à la pointe de Saint. C'est dur. Quand j'y étais, beaucoup de misère. J'ai simplement connu un homme absolument extraordinaire qui était le dernier initié. Il était lépreux et j'ai vécu avec lui, j'ai eu la chance de vivre avec lui des mois. Parlant la langue, nous avons pu traduire les dernières légendes et il est mort quand je suis parti. C'était le dernier homme qui savait sur l'île de Pâques quelque chose. Après, ce sont des guides qui vont rester. Vous connaissez les guides. Voilà. Alors, des choses sauvages, blancs apparaître. Ce sont 7 statues qui sont placées exactement sur l'ancien équateur magnétique. Vous savez que la Terre a eu un coup de bascule de 23,37 degrés. C'est pas reconnu officiellement. Vous savez, nos officiels reconnaissent toujours en retard. C'est comme le gouvernement. Et bon, c'est ça. Alors, ses yeux regardent Iva, c'est-à-dire l'ancienne Terre. Probablement ce qui reste du continent de Nu. Non plus, c'est pas accepté, mais enfin, ça ne fait rien. Voilà, voilà la beauté extraordinaire dans le vent de ces statues. On ne fait pas des statues comme ça pour le plaisir. Il y a ici une sacralisation totale de l'esprit. Il y a une connaissance profonde de la cosmogonie. Il n'y a qu'à les regarder. Bon, voilà. Alors, ces hommes ont vécu à l'ombre de ces statues. Vous voyez, il n'y a pas d'arbres à l'île de Pâques. Ce qu'il y a maintenant, ce sont les arbres plantés récemment. Ils vivaient dans ces cavernes, dans ces trous souterrains, où à l'abri du vent pouvait pousser quelque chose. Vous voyez, des bananiers écorchés par le vent, mais enfin, qu'il y avait de quoi manger un petit peu. Du taro et de l'igname à l'intérieur. C'était un petit peu comme une serre dans un pays qui est froid. 6 mois par an, il tenait le roi éphémère d'1 an sur l'île. C'est-à-dire qu'il devait garder les traditions, il devait s'absenter, vivre sur une falaise seule, n'avoir plus aucun contact humain avec ni une femme ni des hommes, rien. Il se nourrissait lui-même, on lui portait un peu de nourriture. Et il devait maintenir la tradition, c'est-à-dire se revigorer dans la pensée, dans le silence. Enfin, c'est les 40 jours de Jésus au mont de la Tentation, les 40 jours de Moïse au Sinaï. Enfin, il faudrait que aussi on sache ça. Hein. Bon, alors à l'intérieur, il vivait dans des petites cavernes, des petites maisons occultées, avec ces dessins que vous voyez qui sont de 3 couleurs, exactement comme les grottes de Lascaux. Saint-Pétersbourg, qui fut un temps Leningrad, à l'embouchure de la Neva, garde profondément l'empreinte de son fondateur, Pierre le Grand. Aujourd'hui encore, cette ville demeure le fidèle miroir d'une éternelle Russie. Quelque part, berceau d'une grande partie de son histoire, c'est là que, dès 1879, s'est créée la première organisation révolutionnaire anti-tsariste, avec en conséquence l'immédiate réaction d'Alexandre III à son encontre, suivie par le développement d'un misérable prolétariat et les progrès fulgurants du marxisme totalement ignoré par la famille impériale. La directrice du musée m'a commenté personnellement une exposition entièrement consacrée à la réhabilitation de Grigori Yefimovitch Raspoutine. Y sont présentés des documents officiels, d'époque, ressortis d'archives, émanant de hauts personnages politiques ou religieux et dûment signés, sous forme de manuscrits, de photos et même d'articles de journaux. J'ai assisté un jour de mars à la plus incroyable démonstration d'apologie qu'il m'a été donné de voir. L'image type du paysan russe, du gouvernement de Tobolsk,
il était voiturier, mais il était aussi lié d'extrêmement près et avait été initié à ce que l'orthodoxie religieuse nomme une secte qui était très vivace encore à l'époque du tsar,